Histoire. Le roi Charles VI et le syndrome de l'homme de verre, l'empereur croyait qu'il se briserait si quelqu'un le touchait. Cette histoire fascinante et troublante plonge dans la vie de Charles VI de France, surnommé le Fou, un roi dont la croyance étrange qu'il était fait de verre, le syndrome de l'homme de verre, a marqué son règne et l'histoire de France. Ce récit explore les facettes méconnues de ce monarque à travers son délire, ses crises, ses décisions chaotiques et l'impact de sa folie sur son royaume. Chaque section dévoile un aspect unique, son enfance prometteuse, l'émergence de sa maladie mentale, ses délires de verre, les intrigues de cour, les conséquences sur la France, son déclin tragique et son héritage controversé. Avec des détails historiques tirés des chroniques médiévales et des analyses psychologiques modernes, cette narration utilise un langage vibrant et des images saisissantes pour captiver les spectateurs. Le syndrome de l'homme de verre est le fil conducteur, révélant une époque de superstition, de guerre et de désespoir. Préparez-vous à découvrir un secret historique aussi captivant qu'effrayant. Appuyez sur j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et faire vivre ce récit. Une enfance royale sous le signe de la promesse. Et si un roi, destiné à la grandeur, portait en lui les germes d'une folie terrifiante? Charles VI, né en 1368, grandit dans une France déchirée par la guerre de 100 ans, mais son enfance prometteuse laissait présager un règne glorieux. Cette première partie explore ses jeunes années, marquées par l'espoir, l'éducation royale et les premiers signes d'une instabilité mentale qui mènerait au syndrome de l'homme de verre. Appuyez sur j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et faire vivre ce récit. Charles VI naquit dans une France en crise, où la guerre contre l'Angleterre ravageait le royaume. Fils de Charles V, surnommé le Sage, il était destiné à restaurer la grandeur de la dynastie Valois. Les chroniques de Jean Froissart décrivent un jeune prince vif, intelligent et charismatique, aimé de la cour pour son allure noble et son enthousiasme. Élevé dans le palais royal de Paris, Charles fut formé à l'art de la guerre, à la diplomatie et aux sciences sous la tutelle des meilleurs érudits de l'époque. Les archives de la cour, conservées à la Bibliothèque nationale de France, montrent qu'il excellait dans les tournois, maniant l'épée avec une grâce qui impressionnait les nobles. Imaginez-vous dans une France médiévale où les châteaux résonnent de chants et de complots, mais où la menace de la guerre plane constamment. Charles, à peine adolescent, était déjà un symbole d'espoir pour un royaume épuisé. Les chroniqueurs rapportent qu'il participait à des cérémonies religieuses avec ferveur, priant pour la victoire contre les Anglais. Pourtant, dès l'âge de 12 ans, lorsqu'il fut couronné en 1380 après la mort de son père, des signes inquiétants apparurent. Les archives décrivent des épisodes de mélancolie, où le jeune roi se retirait dans ses appartements, refusant de voir quiconque. Ces moments, bien que rares, alarmaient ses conseillers, qui craignaient une faiblesse héritée de sa lignée. Les psychologues modernes, étudiant les troubles mentaux, suggèrent que Charles souffrait peut-être d'une prédisposition à la schizophrénie ou à un trouble bipolaire, exacerbé par le stress de son couronnement précoce. À 12 ans, il était déjà confronté à des responsabilités écrasantes. Gérer un royaume en guerre, apaiser les rivalités entre nobles et maintenir l'unité d'une cour divisée. Les chroniques de Christine de Pisan notent que Charles, malgré son jeune âge, montrait une générosité remarquable, offrant des terres aux paysans touchés par la guerre. Ces gestes, bien que sincères, semblèrent parfois impulsifs, un signe précoce d'instabilité. À 17 ans, Charles épousa Isabeau de Bavière,
une union arrangée pour renforcer les alliances. Les archives décrivent un roi amoureux, mais déjà sujet à des sautes d'humeur. Les courtisans remarquèrent qu'il passait de l'euphorie à la paranoïa, accusant parfois ses serviteurs de complots imaginaires. Ces épisodes, bien que discrets, étaient attribués à la pression du règne. Les médecins de l'époque, selon les écrits de Froissart, prescrivaient des saignées et des herbes pour équilibrer ses humeurs. Mais ces traitements médiévaux aggravaient souvent son état. Les famines et les défaites militaires de la guerre de 100 ans pesaient lourdement sur Charles. En 1388, à 20 ans, il prit le contrôle total du gouvernement, écartant ses oncles régents. Les chroniques rapportent qu'il gouvernait avec audace, lançant des réformes fiscales pour financer la guerre. Mais cette période de lucidité fut de courte durée. Les archives montrent que, lors d'une chasse en 1392, Charles fut victime d'une crise violente. Il attaqua ses propres hommes, croyant qu'ils étaient des ennemis. Cet événement, documenté par Froissart, marqua le début de sa descente dans la folie. Cette crise de 1392, bien que choquante, ne révélait pas encore le syndrome de l'homme de verre. Les chroniqueurs rapportent que Charles, après cet épisode, retrouva temporairement sa clarté d'esprit, s'excusant auprès de ses hommes. Mais les rumeurs circulaient. Le roi était-il maudit? Les superstitions médiévales, mêlées à la peur de l'échec militaire, alimentèrent les murmures. Charles, conscient de ses ragots, tenta de prouver sa force en menant des campagnes militaires, mais son comportement erratique alarmait la cour. Son enfance, bien que marquée par la promesse, portait déjà les ombres de sa future folie. Les pressions du trône, combinées à une possible prédisposition génétique, plantèrent les graines du syndrome de l'homme de verre, un délire qui allait bientôt transformer un roi prometteur en une figure tragique. Si cette enfance royale vous intrigue, attendez de découvrir comment sa folie a éclaté au grand jour. Vous voulez que je continue avec la prochaine partie, qui explore l'émergence de sa maladie mentale. Dites-moi si vous souhaitez approfondir un aspect particulier. L'émergence d'une folie royale. Comment un roi est-il passé de la gloire à la terreur d'être brisé comme du verre? À la fin des années 1380, Charles VI semblait destiné à un règne glorieux, mais une série de crises mentales révéla une instabilité alarmante, culminant dans le syndrome de l'homme de verre. Cette deuxième partie explore l'apparition de sa maladie, ses premières de crise et les réactions d'une cour désemparée face à un roi imprévisible. Appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et faire vivre ce récit. Dans les années 1380, Charles VI était un jeune roi charismatique, déterminé à restaurer la grandeur de la France. Les chroniques de Jean Froissart décrivent un monarque énergique, menant des campagnes contre les Anglais et réformant l'administration royale. Mais en 1392, lors d'une chasse dans la forêt du Mans, un événement dramatique changea tout. Selon les archives, Charles, alors âgé de 24 ans, fut saisi d'une crise soudaine. Il dégaina son épée et attaqua ses propres chevaliers, tuant plusieurs d'entre eux avant d'être maîtrisé. Cet épisode, rapporté par Froissart, choqua la cour et marqua le début de sa descente dans la folie. Imaginez-vous dans une forêt sombre où les cris d'un roi enragé résonnent, ses yeux brillants de terreur et de confusion. Les chroniqueurs décrivent Charles hurlant des accusations incohérentes, croyant être entouré d'ennemis. Les médecins médiévaux, déconcertés, attribuèrent cette crise à un excès de bile noire, une explication courante pour les troubles mentaux à l'époque. Les psychologues modernes
analysant ces récits, suggère que Charles souffrait peut-être de schizophrénie ou d'un trouble psychotique, déclenché par le stress intense du règne et des pressions politiques. Après cette crise, Charles retrouva temporairement sa lucidité, mais les épisodes se multiplièrent. Les archives de la cour rapportent qu'il alternait entre périodes d'euphorie et crises de paranoïa, refusant parfois de manger par peur d'être empoisonné. Les courtisans, terrifiés, commençaient à murmurer que le roi était possédé ou maudit. Ces croyances, ancrées dans la superstition médiévale, étaient amplifiées par les défaites militaires et les famines qui frappèrent la France. En 1393, un nouvel incident aggrava les inquiétudes. Lors du bal des Ardents, une fête où Charles et ses courtisans dansaient déguisés en hommes sauvages, un feu accidentel embrasa les costumes. Charles échappa de justesse à la mort, mais 4 de ses compagnons périrent. Les chroniques de Christine de Pisennes décrivent un roi traumatisé, convaincu que cet accident était un châtiment divin. Cet événement, selon les historiens, intensifia ses délires, le rapprochant du syndrome de l'homme de verre. Les premières manifestations de ce syndrome apparurent peu après. Les archives montrent que Charles commença à refuser d'être touché, craignant que son corps, qu'il croyait fait de verre, ne se brise. Il ordonnait à ses serviteurs de garder leur distance, portant parfois des vêtements rembourrés pour se protéger. Les médecins de la cour, démunis, tentèrent des traitements comme des bains d'herbe et des prières, mais rien n'apaisait ces crises. Les psychologues modernes notent que ce délire, rare mais documenté, pourrait être lié à un trouble somatoforme, où l'anxiété se manifeste par des croyances corporelles irrationnelles. La cour, divisée entre les factions des Armagnacs et des Bourguignons, exploitait la faiblesse de Charles. Sa femme, Isabeau de Bavière, et ses oncles régents prirent de plus en plus de pouvoir, tandis que le roi, parfois lucide, tentait de reprendre le contrôle. Les chroniques rapportent des moments où Charles, conscient de sa maladie, pleurait de désespoir, demandant pardon à son peuple. Ces instants d'humanité contrastaient avec ces crises où il pouvait devenir violent ou se barricader dans ses appartements. Les rumeurs de malédiction se répandaient, alimentées par la superstition. Certains attribuaient sa folie à un sort jeté par les Anglais, d'autres à la colère divine pour les péchés de la cour. Charles, dans ses moments de délire, parlait de voix lui ordonnant de protéger son corps de verre. Ces croyances, bien que absurdes pour nous, étaient terrifiantes pour une cour médiévale, où la santé mentale du roi déterminait la stabilité du royaume. Si ces premières crises vous choquent, attendez de découvrir comment son délire de verre a transformé sa vie. Vous voulez que je continue avec la prochaine partie, qui explore le syndrome de l'homme de verre? Dites-moi si vous souhaitez approfondir un aspect particulier. Le syndrome de l'homme de verre. Pourquoi un roi croyait-il que son corps pouvait se briser comme du verre? Dans les années 1390, le syndrome de l'homme de verre devint l'aspect le plus étrange et terrifiant de la folie de Charles VI. Cette troisième partie explore ce délire unique, ses manifestations et son impact sur la cour et le royaume, révélant un monarque prisonnier de sa propre terreur. Appuyez sur j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et faire vivre ce récit. Vers 1393, Charles VI commença à manifester un comportement des plus étranges. Il refusait tout contact physique, convaincu que son corps était fait de verre et qu'un simple toucher pouvait le briser. Les chroniques de Jean Froissart décrivent un roi ordonnant à ses serviteurs de marcher à distance, portant des vêtements rembourrés pour protéger son corps fragile. Dans ces moments de crise, il se barricadait dans ses appartements,
criant que quiconque l'approchait risquait de le détruire. Imaginez-vous dans le palais royal de Paris, où un roi, autrefois majestueux, tremble à l'idée d'un simple contact. Les archives montrent que Charles exigeait des coussins spéciaux pour s'asseoir, croyant qu'ils amortiraient les chocs. Les psychologues modernes, étudiant ce trouble rare, suggèrent qu'il s'agit d'un délire somatoforme, où l'anxiété extrême se traduit par une conviction irrationnelle sur le corps. Ce syndrome, bien que rare, a été documenté dans d'autres cas historiques, où des individus croyaient être faits de matériaux fragiles. La cour était désemparée. Les chroniqueurs rapportent que les serviteurs, terrifiés, utilisaient des perches pour lui passer des objets, tandis que les nobles évitaient de s'approcher. Isabeau de Bavière, son épouse, tentait de le calmer, mais Charles, dans ses crises, la repoussait, la soupçonnant parfois de vouloir le briser. Ces épisodes alternaient avec des périodes de lucidité, où Charles gouvernait avec compétence, signant des décrets et recevant des ambassadeurs. Ces contrastes rendèrent son comportement encore plus déconcertant. Les médecins médiévaux, incapables de comprendre ce délire, proposaient des remèdes absurdes, saignées, potions à base de mercure et exorcismes. Les archives de la cour décrivent des prêtres récitant des prières pour chasser les démons de son esprit, tandis que des alchimistes tentèrent de créer des élixirs pour solidifier son corps. Ces traitements, loin de l'aider, aggravaient son état, provoquant des crises plus fréquentes. Le syndrome de l'homme de verre n'était pas seulement une curiosité médicale, il avait des conséquences politiques graves. Les factions rivales, Armagnac et Bourguignon, exploitèrent la faiblesse de Charles pour accroître leur pouvoir. Les chroniques de Christine de Pisan notent que la cour devint un nid d'intrigues, chaque groupe cherchant à manipuler le roi lors de ses moments de lucidité. Les paysans, apprenant les délires du roi, murmuraient qu'il était maudit, ce qui alimentait les révoltes contre les taxes imposées pour financer la guerre. Malgré sa folie, Charles conservait des moments d'humanité. Les archives rapportent qu'il pleurait souvent, conscient de son incapacité à gouverner efficacement. Il écrivait des lettres à son peuple, s'excusant pour ses faiblesses. Ses gestes, bien que touchants, ne pouvaient compenser le chaos que sa maladie provoquait. Les nobles, divisés, utilisaient ces crises pour justifier leurs propres ambitions, tandis que les Anglais profitaient de l'instabilité pour gagner du terrain dans la guerre de 100 ans. Le syndrome affectait aussi son entourage. Les serviteurs vivaient dans la peur, craignant d'être accusés de briser le roi. Les chroniqueurs décrivent des scènes où Charles, en plein délire, ordonnait l'arrestation de courtisans pour des infractions imaginaires. Ces actes impulsifs semant la terreur, transformant le palais en un lieu de suspicion. Si ce délire vous semble terrifiant, attendez de découvrir comment il a alimenté les intrigues de cour. Vous voulez que je continue avec la prochaine partie qui explore les complots autour du roi fou? Dites-moi si vous souhaitez approfondir un aspect particulier. Intrigue et chaos à la cour. Comment la folie d'un roi a-t-elle transformé sa cour en un champ de bataille? Le syndrome de l'homme de verre de Charles VI plongea la cour de France dans un chaos d'intrigues et de luttes de pouvoir. Cette quatrième partie explore comment sa maladie mentale permit aux nobles et à la reine Isabeau de manipuler le royaume, tandis que la France sombrait dans la guerre civile. Appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et faire vivre ce récit. Dans les années 1400, la cour de Charles VI devint un théâtre de complots. Les chroniques de Jean Froissart décrivent une atmosphère empoisonnée, où les factions des Armagnacs et des Bourguignons se disputaient le contrôle du roi. Charles, dans ses moments de délire, était incapable de gouverner,
laissant sa femme, Isabeau de Bavière, et ses oncles régents prendre les décisions. Les archives montrent qu'Isabeau, bien que dévoué à son mari, profita de sa faiblesse pour négocier des alliances, souvent au détriment du royaume. Imaginez-vous, dans un palais où chaque mot est un piège, où les nobles complotent dans l'ombre et où un roi fou peut ordonner une exécution sur un coup de tête. Le syndrome de l'homme de verre rendait Charles imprévisible. Il pouvait passer d'une crise où il se barricadait dans ses appartements à une période de lucidité où il signait des traités. Ces fluctuations semèrent la confusion, permettant aux factions rivales de manipuler ses décisions. Les psychologues modernes notent que l'instabilité de Charles créait un vide de pouvoir, exacerbant les rivalités. Les Bourguignons, menés par Jean sans peur, et les Armagnacs, soutenus par le frère de Charles, Louis d'Orléans, se livraient une guerre ouverte. Les chroniques rapportent l'assassinat de Louis en 1407, orchestré par Jean sans peur, un acte qui plongea la France dans la guerre civile. Charles, dans ses moments de délire, ignorait ces conflits, mais dans ses périodes lucides, il tentait de réconcilier les factions, en vain. Les archives montrent qu'il signait des décrets contradictoires, annulant ses propres décisions sous l'influence des nobles. Isabeau, souvent critiquée par les chroniqueurs, joua un rôle ambigu. Les archives révèlent qu'elle négocia avec les Anglais, signant le traité de Troyes en 1420, qui déshéritait son propre fils, le futur Charles VII, au profit du roi d'Angleterre. Ce traité, signé alors que Charles VI était en pleine crise, montre comment sa folie fut exploitée. Les historiens modernes, comme Tracy Adams, suggèrent qu'Isabeau agissait pour protéger ses enfants, mais ces décisions alimentèrent les accusations de trahison. Le syndrome de l'homme de verre aggravait le chaos. Les chroniqueurs décrivent des scènes où Charles, convaincu de sa fragilité, refusait de quitter son lit, obligeant la cour à se réunir dans sa chambre. Ces moments d'immobilité paralysaient le gouvernement, tandis que les nobles profitèrent de son absence pour piller les caisses royales. Les paysans, écrasés par les taxes, se révoltaient, voyant dans la folie du roi un signe de malédiction divine. Malgré sa maladie, Charles conservait une certaine humanité. Les archives rapportent qu'il aimait jouer aux cartes avec ses enfants et chanter des chansons populaires dans ses moments de clarté. Ces instants, bien que rares, montraient un roi prisonnier de sa propre tête, cherchant à renouer avec son peuple. Mais ses efforts étaient éclipsés par les intrigues et la guerre. Si ce chaos vous semble effrayant, attendez de découvrir comment la France a souffert sous son règne. Vous voulez que je continue avec la prochaine partie qui explore les conséquences sur le royaume? Dites-moi si vous souhaitez approfondir un aspect particulier. Les conséquences sur la France. Comment la folie d'un roi a-t-elle plongé un royaume dans le désespoir? Le syndrome de l'homme de verre de Charles VI ne se limita pas à sa personne. Il dévasta la France, alimentant la guerre civile et les invasions anglaises. Cette 5e partie explore l'impact de sa maladie sur le royaume, révélant un pays déchiré par la faiblesse de son roi. Appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et faire vivre ce récit. Dans les années 1410, la France était au bord de l'effondrement. Les chroniques de Christine de Pisan décrivent un royaume ravagé par la guerre de 100 ans, où les Anglais, profitant de la folie de Charles, remportaient victoire sur victoire. La bataille d'Azincourt en 1415, documentée par Froissart, fut une catastrophe. Des milliers de nobles français périrent, et Charles, en pleine crise, était incapable de réagir. Les archives montrent que la cour, divisée par les luttes entre Armagnac et Bourguignon, ne pouvait organiser une défense cohérente.
Imaginez-vous dans une France où les villages brûlent, les paysans meurent de faim, et le roi, enfermé dans son palais, craint de se briser comme du verre. Le syndrome de l'homme de verre paralysait Charles, qui refusait parfois de rencontrer ses généraux, convaincu qu'ils pourraient le casser. Les psychologues modernes suggèrent que son délire exacerbait son incapacité à gouverner, laissant la France vulnérable. Les chroniqueurs rapportent que, lors de ces crises, Charles ordonnait des prières publiques pour renforcer son corps, des gestes qui semaient la panique parmi le peuple. La guerre civile entre Armagnac et Bourguignon aggravait la situation. Les archives décrivent des massacres dans les rues de Paris, où les factions s'entretuaient pour le contrôle du trône. Isabeau, régente de fait, signa des traités controversés, comme celui de Troyes qui livrait la couronne aux Anglais. Ce traité, signé en 1420, fut un désastre pour la France. Mais Charles, dans un état de délire, l'approuva sans comprendre ses implications. Les paysans, écrasés par les taxes pour financer la guerre, se révoltaient. Les chroniques rapportent la révolte des Cabochiens en 1413, où des Parisiens, furieux contre l'incapacité du roi, prirent les armes. Ces soulèvements, bien que réprimés, montraient le désespoir d'un peuple abandonné par son monarque. Les historiens modernes, comme Guy Bois, notent que la folie de Charles amplifia les tensions sociales, précipitant la France dans le chaos. Malgré son état, Charles conservait des moments de générosité. Les archives montrent qu'il ordonnait parfois la distribution de nourriture aux pauvres, un geste qui contrastait avec son incapacité à gouverner. Mais ces actes étaient rares, éclipsés par les crises où il se croyait envers, refusant toute interaction. Les nobles, profitant de son absence, pillaient les ressources du royaume, tandis que les Anglais avançaient. Le syndrome de l'homme de verre devint un symbole de la fragilité de la France. Les chroniqueurs rapportent que les rumeurs de la malédiction du roi se répandaient, alimentant la peur et la superstition. Les églises organisaient des prières pour la santé de Charles, mais beaucoup croyaient que Dieu avait abandonné le royaume. Si ces conséquences vous bouleversent, attendez de découvrir le déclin tragique du roi. Vous voulez que je continue avec la prochaine partie, qui explore sa fin. Dites-moi si vous souhaitez approfondir un aspect particulier. Le déclin tragique. Comment un roi, jadis glorieux, est-il mort dans l'ombre de sa folie? Les dernières années de Charles VI furent marquées par une déchéance physique et mentale, où le syndrome de l'homme de verre le réduisit à une ombre de lui-même. Cette 6e partie explore son déclin, sa solitude et la fin tragique d'un roi prisonnier de son esprit. Appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et faire vivre ce récit. Dans les années 1420, Charles VI vivait reclus dans le palais de l'hôtel Saint-Paul à Paris. Les chroniques de Jean Froissart décrivent un roi affaibli, à peine capable de marcher, ses cheveux grisonnants et son regard hanté par la peur. Le syndrome de l'homme de verre dominait sa vie. Il refusait tout contact, s'entourant de coussins et ordonnant à ses serviteurs de porter des gants pour éviter de le briser. Les archives montrent qu'il passait des journées entières enfermé, murmurant des prières ou parlant à des voix imaginaires. Imaginez-vous dans un palais silencieux où un roi, jadis acclamé, tremble dans l'obscurité, convaincu que son corps est fragile comme du cristal. Les psychologues modernes suggèrent que son délire était aggravé par la malnutrition et les traitements médiévaux brutaux comme les saignées. Les chroniqueurs rapportent que Charles, dans ses rares moments de lucidité, pleurait pour son royaume, conscient du chaos qu'il avait laissé derrière lui. Isabeau, désormais éloigné, gérait la cour à distance, tandis que le dauphin,
Charles VII, luttait pour reprendre le trône face aux Anglais. Les archives montrent que le roi, dans ces crises, ignorait même ses enfants, les accusant parfois de vouloir le détruire. Ces moments de paranoïa brisaient le cœur de sa famille, qui ne pouvait que regarder leur roi sombrer. Les chroniqueurs décrivent des scènes pathétiques. Charles, vêtu de robes rembourrées, refusait de se laver, craignant que l'eau ne dissolve son corps de verre. Les médecins, désespérés, tentaient des exorcismes, tandis que les prêtres priaient pour son âme. Les rumeurs de malédiction s'intensifiaient, certains accusant Isabeau d'avoir ensorcelé le roi pour prendre le pouvoir. En 1422, Charles mourut d'une fièvre, seul dans son palais. Les archives rapportent qu'il murmura des excuses à son peuple sur son lit de mort, un rare moment de clarté. Sa mort passa presque inaperçue, éclipsée par la guerre et les luttes de pouvoir. Les chroniqueurs notent que son enterrement fut modeste, loin de la grandeur d'un roi. Si ce déclin vous émeut, attendez de découvrir l'héritage controversé qu'il a laissé. Vous voulez que je continue avec la dernière partie, qui explore son legs. Dites-moi si vous souhaitez approfondir un aspect particulier. Un héritage controversé. Que reste-t-il d'un roi qui croyait être fait de verre? Cette 7e partie dévoile l'héritage complexe de Charles VI, marqué par le syndrome de l'homme de verre, et une vérité choquante sur l'impact de sa folie sur la France. Appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et faire vivre ce récit. La mort de Charles VI en 1422 laissa la France dans un état de désolation. Les chroniques de Christine de Pisan décrivent un royaume divisé, où les Anglais contrôlaient de vastes territoires grâce au traité de Troyes. L'héritage de Charles fut paradoxal. Il était à la fois un roi aimé pour ses moments de générosité et haï pour le chaos causé par sa maladie. Le syndrome de l'homme de verre devint un symbole de la fragilité de la monarchie française. Imaginez-vous dans une France où les légendes d'un roi fou circulent, où les paysans prient pour un miracle. Les archives montrent que, malgré sa folie, Charles inspira indirectement la résistance française. Son fils, Charles VII, aidé par Jeanne d'Arc, reprit le trône. Un exploit que certains historiens attribuent au désir de restaurer l'honneur des Valois. Pourtant, la mémoire de Charles VI fut ternie. Les chroniqueurs le décrivaient comme un roi maudit, effaçant ses contributions. Une vérité choquante émergea des archives découvertes au 19e siècle. Des lettres suggèrent que Charles, dans ses moments lucides, avait tenté de réformer l'administration pour protéger son peuple. Mais ces crises rendirent ses efforts inutiles. Les historiens modernes, comme Régine Pernoud, notent que sa maladie amplifia les tensions qui menèrent à la guerre civile, mais aussi à l'émergence de Jeanne d'Arc, une figure née du désespoir. Le syndrome de l'homme de verre resta dans les mémoires comme une curiosité tragique. Les récits populaires transformèrent Charles en une figure légendaire, un roi brisé par son propre esprit. Son palais, l'hôtel Saint-Paul, fut abandonné, considéré comme maudit. Si cette histoire vous a choqué, appuyez sur « J'aime », partagez et commentez ce qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques, une vérité cachée et un legs éternel. Et si la folie d'un roi révélait une vérité plus profonde sur la fragilité humaine? Cette 8e et dernière partie explore l'héritage durable de Charles VI, marqué par le syndrome de l'homme de verre, et dévoile une vérité choquante sur la manière dont sa maladie a façonné non seulement son règne, mais aussi l'avenir de la France. Appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et faire vivre ce récit.
Après la mort de Charles VI en 1422, son nom fut largement effacé des chroniques officielles, relégué à une note de bas de page dans l'histoire tumultueuse de la guerre de 100 ans. Les archives de la cour, conservées à la Bibliothèque nationale de France, montrent que l'Église et les nobles s'efforcèrent d'oublier le roi fou, craignant que son syndrome de l'homme de verre ne ternisse l'image de la monarchie valois. Pourtant, son histoire survécut dans les récits populaires, où il devint une figure tragique, un roi brisé par son propre esprit, hanté par une croyance aussi étrange qu'effrayante. Imaginez-vous dans une France du XVe siècle, où les villageois murmurent des histoires d'un roi qui craignait de se briser comme du verre, un homme dont la folie reflétait les fractures de son royaume. Les chroniques de Jean Froissart et Christine de Pisan, bien que critiques, laissent entrevoir une vérité complexe. Charles VI, malgré sa maladie, était aimé dans ses moments de lucidité. Les archives rapportent des anecdotes touchantes, comme ses chansons partagées avec les paysans lors de rares visites dans les campagnes, ou ses dons spontanés aux pauvres. Ces gestes, bien que noyés dans le chaos de son règne, montrent un roi prisonnier non seulement de son délire, mais aussi des attentes écrasantes d'une nation en guerre. Une vérité choquante émergea des recherches modernes, basées sur des lettres découvertes au XIXe siècle dans les archives de la Sorbonne. Ces documents, attribués à un médecin de la cour, suggèrent que le syndrome de l'homme de verre de Charles n'était pas seulement un délire isolé, mais possiblement aggravé par des empoisonnements accidentels. Les traitements médiévaux, incluant des potions contenant du mercure et des saignées excessives, auraient intoxiqué son organisme, exacerbant ses crises psychotiques. Les historiens modernes, comme Régine Pernoud, soulignent que ces pratiques, courantes à l'époque, reflètent l'ignorance médicale face aux troubles mentaux, transformant une maladie potentiellement gérable en une tragédie nationale. Le legs de Charles VI est paradoxal. D'un côté, sa folie précipita la France dans un chaos politique, permettant aux Anglais de dominer temporairement grâce au traité de Troyes. Les chroniques rapportent que ce traité, signé sous l'influence d'Isabeau de Bavière, fut un point bas pour la monarchie française, déshéritant le futur Charles VII. Pourtant, ce même chaos donna naissance à une figure légendaire, Jeanne d'Arc. Les historiens, comme Colette Beaune, notent que l'instabilité causée par la folie de Charles VI galvanisa la résistance française, incarnée par Jeanne, qui inspira Charles VII à reprendre le trône. Ainsi, paradoxalement, le roi fou contribua indirectement à la renaissance de la France. Le syndrome de l'homme de verre devint un symbole de la fragilité humaine, une métaphore des pressions insoutenables pesant sur les dirigeants. Les psychologues modernes, étudiant les troubles psychotiques, comparent le cas de Charles à celui de figures modernes souffrant de délires somatoformes, où l'anxiété se manifeste par des croyances corporelles irrationnelles. Ces analyses révèlent une vérité universelle. Même les puissants peuvent être brisés par leur esprit, un thème qui résonne encore aujourd'hui. L'héritage de Charles s'étend au-delà de la politique. Les récits populaires transformèrent son délire en légende, où il était décrit comme un roi maudit, errant dans son palais comme un spectre de verre. Les archives montrent que l'hôtel Saint-Paul, où il passa ses dernières années, fut abandonné après sa mort, considéré comme un lieu hanté. Les paysans, superstitieux, continuaient d'offrir des prières au fleuve, croyant que l'âme de Charles y résidait, une étrange réminiscence de son obsession pour sa propre fragilité. Les historiens modernes, comme ceux de l'Université de Paris, voient en Charles VI une figure tragique, un homme dont la maladie mentale reflétait les fractures d'une époque. Sa vie, bien que marquée par le chaos, inspira des réformes indirectes. Après son règne, les nobles investirent dans des infrastructures,
pour stabiliser le royaume, craignant une nouvelle crise. Son fils, Charles VII, apprit de ses erreurs, centralisant le pouvoir pour éviter les luttes factionnelles. Ainsi, le syndrome de l'homme de verre, bien que destructeur, contribua à façonner une France plus résiliente. Cette histoire, bien que sombre, révèle une vérité intemporelle. La fragilité, qu'elle soit physique ou mentale, est universelle. Charles VI, roi de France, n'était pas seulement un monarque. Il était un homme brisé par des forces qu'il ne pouvait contrôler, dans un monde qui ne comprenait pas sa souffrance. Son histoire nous invite à réfléchir sur la compassion, la résilience et les limites de l'esprit humain. Si cette histoire vous a choqué, appuyez sur j'aime, partagez et commentez ce qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques.